Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série Apprendre les kanji avec plaisir. Dans cette deuxième partie que j'ai appelée déconstruction, on va rentrer un peu dans les détails et voir ce que c'est qu'un radical, un composant, une partie, une clé ou un bushu. Pour illustrer tout ça et te permettre de mieux comprendre les choses, on enchaînera avec une petite animation. On essayera ensuite de mettre un peu d'ordre dans le chaos, ça peut pas faire de mal. On verra aussi les 7 positions que peut occuper une partie d'un kanji. Et pour terminer, je t'expliquerai ma méthode qui consiste à déconstruire pour mieux comprendre. C'est le moment de boire ton verre d'eau parce que le cerveau va surchauffer. C'est parti! Quand on parle d'un kanji, on entend souvent des mots comme radical, composant, partie, clé ou encore bushu. Certains mots te disent probablement quelque chose, mais est-ce que tu es sûr de ce que ça désigne précisément dans un kanji? Moi, je le croyais, jusqu'à ce que je me rende compte, au fur et à mesure de mes recherches, que parfois le même mot désigne deux choses différentes. Par exemple, radical désigne parfois la clé d'un kanji, et parfois une partie d'un kanji. Le problème, c'est que si radical désigne la clé, alors dans ce cas-là, il ne peut y avoir qu'un seul radical dans un kanji. Par contre, si radical désigne une partie d'un kanji, alors là, oui, il peut y avoir plusieurs radicaux dans un kanji, mais il faut savoir dès le départ de quoi on parle. Pour éliminer les risques de confusion, j'ai donc décidé de ne plus utiliser le mot radical. À la place, pour désigner une partie, n'importe laquelle d'un kanji, j'utiliserai partie ou composant. La clé, en japonais bushu, est le composant d'un kanji qui sert à le répertorier dans un dictionnaire. Traditionnellement, il y a 214 bushu classés par nombre de traits. Et comme je l'ai dit, chaque kanji ne peut avoir qu'un seul bushu, donc une seule clé. Dans la vidéo précédente, on a vu qu'on pouvait classer les kanji dans 4 grandes catégories, et que la catégorie qui contenait le plus de kanji, c'était celle des keisei-moji. Et les keisei-moji, tu t'en rappelles, ce sont des kanji qui ont une partie qui donne le sens et une partie qui donne la prononciation. La partie qui donne le sens, on l'appelle ifu, et la partie qui donne la prononciation, on l'appelle onpu. Bon, tout ça c'est très bien, mais tu te demandes sans doute pourquoi je te parle de ifu et de onpu maintenant. Mais en fait, ifu, pour les keisei-moji, c'est le bushu, et onpu, c'est la lecture on du kanji. Et comme tout ça doit être un petit peu flou dans ta tête, je te propose de te détendre et de regarder cette petite animation pour mieux comprendre tout ça.
Alors on va tenter maintenant de mettre un peu d'ordre dans le chaos. Comme tu viens de le voir dans cette superbe animation, un kanji est formé d'une ou plusieurs parties que j'appelle aussi composants. Quand le kanji est lui-même bushu, il n'a qu'une partie ou un composant lui-même. J'en ai parlé tout à l'heure, un kanji n'a qu'une clé ou bushu qui est la partie du kanji qui exprime le mieux son sens. Dans l'animation, on a vu aussi que chaque partie d'un kanji peut se trouver à des endroits différents, mais on reviendra en détail là-dessus, et que suivant sa position, une partie peut changer d'apparence. D'une manière générale, la clé d'un kanji, le composant qui exprime le mieux son sens, est souvent à gauche ou en bas, mais il y a des exceptions. Et la lecture on est souvent donnée par le composant qu'on trouve généralement à droite ou en haut, mais là aussi, il y a des exceptions. Pour la suite, j'appellerai ce composant la partie phonétique. Enfin, très important, quand on tombe sur un mot de plusieurs kanji, la règle de base, c'est d'essayer de le lire avec la lecture on de chaque kanji. Est-ce que ça marche toujours? Non, mais le plus souvent, oui. Alors jusqu'à maintenant, je t'ai surtout parlé de position haute, basse, gauche, droite, mais en fait, un composant peut occuper 7 positions différentes dans un kanji, et ces 7 positions ont un nom bien précis. La position à gauche s'appelle hen, la position à droite c'est tsukuri, en haut c'est kammuri, en bas ashi, encerclé, ouvert en bas ou à droite, kamae, à gauche et en haut, tare, à gauche et en bas, nyo. Alors est-ce qu'il faut se rappeler de tous ces noms? Au début, c'est vraiment pas la peine. Par la suite par contre, ça peut être intéressant quand on discute kanji avec des personnes natives. Pourquoi déconstruire et en quoi ça aide à mieux comprendre? Tu sais, j'ai longtemps pensé qu'il y avait trop d'exceptions pour tenter de deviner le sens et la lecture des kanji. Mais aujourd'hui, je peux te le dire, ce n'est plus ce que je pense. Pourquoi? Parce que ces derniers mois, le nombre de mots que je ne sais pas lire s'est considérablement réduit. Alors c'est vrai que j'arrive de plus en plus facilement à deviner la lecture des mots que je ne connais pas, mais je n'arrive pas aussi facilement à comprendre leur sens. Mais je me rends compte quand même qu'avec l'expérience acquise, j'arrive parfois à déduire un sens approchant. Toujours est-il que la méthode que j'utilise semble fonctionner. Voilà globalement ce que je fais lorsque dans une phrase je tombe sur un mot inconnu de plusieurs kanji. Je prends le premier kanji et j'essaye de le déconstruire d'un regard, de repérer ses différents composants, sa partie sémantique, sa partie phonétique, et à partir de ces informations, j'essaye de deviner une lecture on possible et un sens approchant dans le contexte de la phrase. Je cherche ensuite ce sens sur internet. Si la prononciation est bonne, je me félicite de ce succès, je vérifie que le sens est cohérent avec la phrase et je continue ma lecture. Si la prononciation n'est pas bonne, là il y a deux possibilités. Soit j'ai bien isolé la bonne partie phonétique, mais c'est pas la bonne lecture, ça arrive. Soit je me suis loupé sur la partie phonétique, en fait c'est pas la partie phonétique, et dans ce cas-là, j'essaye une autre partie puis je regarde si ça marche mieux. Si vraiment j'arrive pas à trouver la bonne prononciation du mot, là je cherche les kanji par leur clé dans mon appli de kanji. Bon, quand ça arrive, c'est vrai que c'est pénible parce que ça casse un peu le flow de la lecture. Mais faut pas s'arrêter à ça. Après tout, ce qu'on veut, c'est justement réduire ce genre d'interruption, non? Et ça tombe bien, parce que quand on a bien galéré pour trouver la lecture et le sens d'un mot, on n'oublie pas de sitôt. Apprendre les kanji avec plaisir, deuxième partie, c'est presque fini. Ne manque pas le récapitulatif en musique juste après. Et si tu as trouvé cette vidéo utile, si elle t'a intéressé, si tu as appris des choses, alors je compte sur toi pour t'abonner.